Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis profondément ravie de recevoir la meilleure chef pâtissière au monde de l'année 2023, the one and only Nina Métayer. Je me rappelle à l'époque avoir été saisie par ton parti pris très fort, avec une vraie démarche responsable autour des fruits de saison et surtout du sans sucre ajouté. Je te jure que je me revois avoir cette conversation avec ma maman qui m'avait dit « il faut absolument que tu l'aides dans la leçon ». Elle est très investie dans mon podcast. Toi qui es passé par les plus prestigieuses maisons, tu es désormais à la tête de la tienne, délicatesserie. Tu viens d'ouvrir Destination, ton corner conçu comme un écrin à la Samaritaine, à tester absolument. Et moi, je te le disais pour te faire honneur, je me suis habillée aujourd'hui couleur chocolat. J'espère que ça te plaît. Hello Nina. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, on va parler non pas d'un, mais de deux échecs à toi, mais qui ont tous les deux donné lieu à des moments de vie absolument extraordinaires. Tu m'as confié hors micro, non seulement que tu ne te destinais pas à être pâtissière, mais surtout que tu n'aimais pas le sucre, pas les pâtisseries, et encore moins cette discipline. Oui. On commence fort là pour le coup. Oui. Non, c'était vraiment à l'opposé. Alors peut-être que pour resituer, on va repartir au début. Au début, je suis une enfant qui a du mal à tenir en place. Et comme beaucoup d'enfants aussi, on reste à l'école, écouter toute la journée, ça peut être compliqué. Et puis, j'ai toujours eu pas mal de difficultés où je me donnais quand même les moyens, j'essayais de travailler, mais je voyais bien que les résultats n'étaient pas forcément à la hauteur. J'étais un peu moyenne dans tout, j'étais pas nulle, mais j'étais un peu moyenne. On m'appelait la Marie Brasbeur et je trouve que c'est fort à propos ici parce que on était deux Marie Brasbeur, quoi. Voilà. Non, j'ai tenté d'essayer de faire du piano pendant 13 ans quand même. Okay. Mais j'ai même presque redoublé le conservatoire. Genre, c'est ce qui n'arrive absolument jamais, quasiment. On peut pas être la meilleure au monde partout, Nina. J'ai fait du théâtre, mais c'est pareil, je retenais pas mes textes. J'aimais bien l'ambiance théâtre. Mais évidemment, je me destinais pas au grand rôle. J'étais contente avec cette ambiance et je persévérais. Hein. Mais je voyais bien que je n'avais pas de compétences particulières. Et finalement, ce qui se passe, c'est que donc je travaille un peu sur les marchés. Ensuite, je pars au Mexique. Et puis au Mexique, je me prends en amour pour ce pays. Et à ce moment-là, je me dis que comme on me demande si je sais faire du pain parce que je suis française, et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, les Français ne savent pas faire de pain. Ok. Parce que c'est les boulangers qui savent faire du pain. Oui, c'est vrai. Est-ce que les gens à la maison, ils savent faire du pain ? Absolument pas. Non, donc me voilà encore face à ma difficulté, c'est-à-dire que je suis française, ils me demandent de leur faire du pain, et là encore, non, je ne sais pas en faire. Tu vois la déception dans leur regard en mode tu sauras quoi du coup Je ne sais pas faire de pain. Donc je retourne en France et je décide de faire un CAP en boulangerie juste après mon bac. Donc je passe quand même mon bac parce que c'était il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, la boulangerie, c'était quand même pas le métier le plus envié. C'était un métier qu'on envoyait... c'était un peu... Alors, mis à part, sauf en étant petit-fils ou fils de boulanger, il n'y avait aucune fille dans ces métiers-là. Sauf si petite fille ou fille de boulanger, il n'y avait que ce type de profil-là en tant que femme dans les écoles de filles, dans les écoles de boulangerie. Et surtout, c'est pas un métier au départ qui fait rêver. Et quand je dis ça quand je dis au directeur ou alors au prof, etc., qu'après mon bac, je vais faire mon CAP, c'était c'est bon, elle est en crise d'adolescence, elle va... Ouais, c'est d'une justesse folle. Il y a un certain snobisme à cette époque-là, on peut le dire. On doit être à peu près de la même génération. C'est si tu échoues, tu finiras boulanger. Oh, exactement, c'était ça. C'est... Et c'était à la limite, tu gagneras mieux si t'es mécanicienne, quoi. Donc choisis bien ce que tu veux faire. Et me voilà partie dans la boulangerie. Alors au départ, moi, je sais même pas si ça me plaît. Hein. Moi, mon but, c'était vraiment simplement d'aller habiter au Mexique en faisant de la boulangerie. Ok, donc t'avais une ambition et une envie de bosser qui était profondément là. Et c'est presque un heureux hasard, en fait, la boulangerie.
Bah oui, parce que alors l'amour pour le travail, je l'ai eu très jeune sur les marchés. Je me suis rendu compte qu'en fait, grâce au travail, j'avais cette autonomie et cette liberté financière qui était incroyable. Donc je l'ai eu très jeune. Je l'ai eu aux alentours de 14 ans. Et donc j'avais pas peur de travailler. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été assez simple pour moi. Ouais. Bah, je travaille, à la fin de la journée, je gagne mon argent et après, j'ai mon indépendance financière. Ouais. Donc pour moi, ça m'a jamais fait peur, cette indépendance financière, etc. Par contre, ce que je voulais, c'était juste trouver, pour moi, le travail servait à accomplir son projet. Donc je me dis, pour accomplir mon projet au Mexique, en tant que Française, je monte ma boulangerie française au Mexique, je peux être indépendante au Mexique et j'apporte une compétence française, donc ça a du sens. Et je peux faire la fête avec mes amis. Supplément très important. Tu vois, c'est drôle ce que tu racontes parce que j'avais une ambition qui était similaire dans un autre domaine. Moi, c'était la coiffure, ultra dénigrée. Comme toi, tu sais, être coiffeuse, quoi. C'est pas pour les gens intellectuels. Pourquoi est-ce que... Moi, j'adorais ça, la coiffure. Comme toi, j'étais Marie Bresber en cours et je me disais, je vais tout donner et je vais devenir la meilleure coiffeuse française à New York. Ce truc de l'esprit français qu'on voulait mettre à l'étranger, mais ça démontre de toi une force de conviction, une envie de bosser, une motivation. Enfin, quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de recul, c'est hyper flatteur ce que ça raconte de toi à l'époque, tu vois. Bah, l'artisanat a vraiment repris son essor depuis quelques années. Ouais. C'est très beau parce que c'est vrai qu'on sectorisait avant l'intellectuel et le manuel. Ouais. Et ça n'allait pas ensemble. Il fallait choisir. C'est pareil, on était soit bon en français, soit bon en maths. Bon, moi, j'étais bon ni en français, ni en maths, ni en histoire géo. Bah, c'est ça, c'était mon problème. Bah non, je ne sais pas. Et je me décide à passer mon CAP en boulangerie et je me dis, ça va être à ma hauteur, moi comme c'est des études qui sont un peu dénigrées et je me dis, bon, bah moi, a priori, je vais y arriver. Donc je me lance là-dedans et j'ai de la chance d'être dans une famille où il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Ma mère et mon père, ils ont des carrières chacun. J'ai eu des femmes entrepreneuses dans ma famille. Donc à ce moment-là, je ne me rends pas compte que être une femme, ça pourrait poser un problème. Et donc, j'arrive sur le marché de la boulangerie. Moi, j'étais sûre que j'allais trouver un boulot rapidement, facilement. J'avais un bac. J'avais eu des expériences professionnelles depuis mes 14 ans. Donc, j'étais dans la vie active depuis mes 14 ans, en plus de mes études. Donc, pour moi, je ne pensais pas du tout que ça allait être un problème. Et je me retrouve confrontée à une quinzaine de boulangeries qui me ferment leurs portes en me disant, bah non, t'as pas la carrure. Toi, ton profil, il va en vente et tu tiendras pas de toute façon au fournil. Mais ça, on te l'a jamais dit durant tes études, en plus, on est d'accord? Alors non, parce que j'avais pas commencé. En fait, on cherche un apprentissage au début du CAP. Donc tout va ensemble en même temps. C'est-à-dire qu'après mon bac, je cherche un apprentissage pour commencer mon CAP. Donc c'est en alternance. Donc là, il faut trouver son maître d'apprentissage et parce qu'il y a 2 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise, une semaine de cours, etc. Ok, donc toi, tu te prends beaucoup de portes. Ça doit te faire... ça doit être extrêmement perturbant parce que tu pars la fleur au fusil toute contente et... Bah alors oui, mais comme j'étais persuadée qu'il se trompait, parce que moi, je suis persuadée que je peux y arriver. Ouais. Je me dis pas que c'est impossible, je me dis juste, on va en trouver un qui va comprendre que je peux le faire. Et justement, tu trouves la personne qui peut comprendre. Voilà. Et donc, du coup, je vais dans cette boulangerie qui est quand même très loin de chez moi à l'époque. C'était quand même une 20aine de minutes à vélo. Sachant que quand on commence à 2-3 heures du matin... Oh la vache. Hiver comme été, quand il pleut ou quand il neige, voilà, on y va. Oui, on réfléchit à son temps de trajet, là. Oui, surtout en dehors des transports en commun. Enfin, c'est la nuit, quoi. C'est des travails de nuit. En tant que femme, voilà. Et je me dis, bon... cette boulangerie, elle m'a l'air vraiment chouette. Elle est loin, mais on va la tenter. Et je m'appelle toujours du jour où je suis rentrée dans la boulangerie. Je dépose mon CV. Il y avait le patron derrière, Denis Baron. Et en fait, il me dit, OK, tu peux commencer quand? Je fais, pardon? Oui, genre. Attends, alors là, je pensais déjà... En fait, moi, j'étais arrivée
ok, bon, on va le tenter, etc. Alors, je Et sais là, que vous allez dire non, mais... ouais, et en fait, c'est la chance que j'ai parce que normalement, on dépose un CV, il n'y a pas le patron. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Il faut essayer d'avoir... On dépose un CV, il est mis sur le côté et puis on voit. Et en fait, là, j'arrive, je dépose un CV, c'est peut-être pas lui qui me répond tout de suite, mais elle doit le donner derrière. Je vois, j'insiste un peu, il me voit. Et en fait, ça s'est fait comme ça en un claquement de doigts quasiment. Quand c'est la bonne personne, le bon moment, ça se fait. Les portes s'ouvrent, c'est ouf. Hein. Et donc voilà, donc après multiples... Et ce Denis, surtout, il a une carrure plus petite que d'autres hommes qui t'avaient dit non parce que tu n'as pas le physique pour. Donc lui, il peut comprendre que tu es tout à fait capable d'être boulangère à ton tour, c'est ça? Je sais pas trop pourquoi, mais je comprends assez vite. C'est qu'en fait, Denis, il a la même carrure que moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est pas plus grand que moi, il est pas plus costaud que moi. Donc lui, il sait. Ouais, et là, je commence à travailler et je vois Denis, qui est un peu comme moi. Il court partout, un peu hyperactif. Et en fait, c'est extrêmement inspirant parce que je trouve en face de moi quelqu'un en qui je peux me projeter. Ouais. Et alors cet apprentissage est assez incroyable parce que je me rends compte petit à petit au départ, en fait, on sait rien faire. Quand on arrive en apprentissage en boulangerie, on regarde, on sait même pas tenir une pelle pour mettre au four, on comprend pas comment ça fonctionne. Il y a des recettes, mais à quel moment on arrête le pétrin? Enfin, la boulangerie, ça se ressent, c'est pas écrit. Et en fait, ce qui est magnifique à ce moment-là, c'est que je me rends compte que je mélange 3 ingrédients qui sont de la farine, de l'eau et du sel. On peut rajouter de la levure ou du levain, mais ça reste ces 3 ingrédients-là. Le levain, on le fait travailler, mais ça reste de l'eau et de la farine. Et ensuite, on fait chaque jour quelque chose d'un peu plus beau. C'est clair. Et on le rate. Et on le rate souvent parce qu'on ne peut pas... L'artisanat, c'est ça. C'est qu'on n'y arrive pas du premier coup, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très beau dans l'artisanat, c'est qu'il faut être extrêmement humble sur ce qu'on arrive à faire, comment, et être humble sur le temps qu'on doit passer à refaire le même geste des milliers de fois, le temps qu'on comprenne vraiment à quel moment ça marche, à quel moment il se passe quelque chose. Ouais, c'est poétique. Il y a un truc un peu éphémère, un peu magique à ça. C'est dingue. Et donc à la fin de chaque jour, moi qui savais rien faire, voilà. Bah oui, et puis toute jeune. Et et là je repartais avec le pain que j'avais fait chez moi, chez mes amis, chez mes parents, et je leur montrais et je leur expliquais comment on faisait du pain, parce que personne ne sait faire du pain. C'est vrai. Et donc je savais quelque chose de plus que les autres, la fermentation, comment on travaille, et j'avais des choses à dire. C'était la première fois où j'avais envie de m'exprimer sur quelque chose qui me passionnait et envers lesquels j'avais des compétences. Enfin, j'apprenais chaque jour à avoir des compétences. Et en fait, donc cet apprentissage se passe et chaque jour, je maîtrise mieux le four, chaque jour, je maîtrise mieux la fermentation. Et puis au fur et à mesure, on gagne en confiance. Et qu'est-ce que j'apprends à ce moment-là? En fait, c'est la première fois que je suis fière de moi, que je suis accomplie. Parce que c'est quelque chose qui... Dans ma vie, finalement, ce que je voulais, c'est faire plaisir de façon extrêmement simple, enfin répandre un petit peu de bonheur, de bonnes choses d'une façon très simple. Et la boulangerie m'apporte ça. Oh, c'est beau parce que je vois à quel point, durant cet apprentissage, tu grandis, toi, intérieurement. À quel point... Mais c'est la clé de la confiance en soi. Le fait de faire, Charles Pépin en parle très très bien dans un bouquin sur la confiance en soi. Et puis... on cherche tous à se faire aimer et toi tu le fais mais d'une manière tellement jolie autour du partage. Je sais pas, je trouve que c'est magnifique. C'est trop bien la manière dont tu parles du pain. Alors que effectivement le pain c'est la chose la plus basique qu'un Français peut avoir et peut mettre sur sa table. C'est biblique le pain, tu vois. C'est la base de tout et pourtant c'est vrai on sait pas du tout le faire. Non, et puis il peut y avoir en fait du bon pain, c'est incroyable, c'est magique. Ah ouais, vraiment. Et puis les gens savent quand c'est du bon pain. Ouais. Et donc, ma famille, elle voit aussi l'évolution. Les Français, en tout cas, parce que j'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Effectivement. Mais chez nous, c'est une religion. Le croustillant, etc. Ouais. Et quand on comprend, là, j'ai mal cuit mon pain, il pleut, il est mou, là, je l'ai bien cuit, il est croustillant. Et on voit tout de suite un résultat, en fait, très clair. Et donc là, je me passionne pour le pain et ça, je sais que ça va devenir mon métier. Enfin, je veux que ça devienne mon métier, c'est ça, je me suis trouvée, c'est bon.
je travaille un petit peu dans... Donc, je vais passer assez vite, mais je vais en Australie. Je finis par faire un peu de pizza parce que je trouve pas la qualité de pain que je recherche. Et je voulais vraiment faire des bonnes... Enfin, je voulais vraiment être fière de moi à la fin de la journée. Donc, ça passe par les bons produits, les belles choses, etc. Mais j'ai quand même dans l'esprit où je veux être boulangère. Enfin, mon métier, c'est la boulangerie. Donc, je n'arrive pas à être boulangère en Australie, ou en tout cas pas de la façon dont je le souhaite. Donc, je fais de la pizza. Je me prends de passion pour la pizza. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça doit vraiment être sympa d'être dans ton entourage. Le pain, les gâteaux, la pizza, mais qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Tu es vigneronne aussi parce que... je suis une bonne dégustatrice, mais je ne le fabrique pas. Mais tu sais que j'ai failli... En fait, on me demandait si j'allais faire du vin quand j'étais au Mexique, mais je me suis dit, bah non, Nina, il y a trop de cépages, tu ne seras pas capable de t'en rappeler. Donc, repars sur le pain, ce sera plus simple pour toi. Tu sentais ton destin qui était vers le pain. Et là, voilà, donc là, j'arrive ensuite, après être rentrée d'Australie, j'arrive à La Rochelle. Je rencontre Mathieu, qui est maintenant mon mari. Et je me prends... Enfin, voilà, on tombe fou amoureux et j'arrive à Paris, en fait, assez rapidement. Ok. Et je me suis dit, à Paris, c'est incroyable, c'est la grande ville, c'est la capitale, il y a énormément de travail, ça va être facile, je vais trouver les super boulangeries. Enfin, pour moi, ça a été... Je me suis dit, c'est génial. Ça va être la porte ouverte à la grande boulangerie française. Et en fait... T'as la main cliffhanger qu'on sent venir. Et en fait, rebelote. Et on me dit aussi, c'est une petite anecdote assez rigolote, mais on me dit aussi, oui, j'ai pas le physique, mais il y a le mari qui est au fournil et il y a la femme qui est en vente. Donc c'est souvent comme ça dans Marcel Pagnol, quoi. Ça a toujours été comme ça, mais du coup, la femme ne veut pas voir une femme aussi dans le fournil avec son mari. Ok. Et c'est vrai que c'est vraiment une ambiance très masculine dans les fournils à l'époque. Et il y a vraiment ce côté où, non, ils sont entre ours. Et ça fait partie de leur... en fait, ils ont toujours été comme ça. Enfin, ils ont toujours travaillé comme ça. Ouais. Et c'est vrai que certaines habitudes sont dures à changer. Ouais. Et je me rends bien compte que finalement, toutes les portes se ferment. Waouh. Que je ne sais pas comment faire pour faire mon métier. Et je vois une autre opportunité où je me dis que si jamais, comme je vois plus de femmes en pâtisserie, que soit je deviens vendeuse et j'attends que ça arrive, soit j'apprends la pâtisserie et finalement je serai embauchée en tant que pâtissière. Et le jour où le boulanger sera malade ou en vacances, etc., je leur montrerai que je sais faire du pain, je les dépannerai, ils seront trop fiers de moi, ils seront trop contents et du coup ils me feront confiance, ils remarqueront que je sais faire et je gagnerai ma place en boulangerie comme ça. Ouais, déjà incroyable, l'épisode pourrait s'arrêter là. Tellement c'est fou. Donc tu dois, pas que évidemment, mais ta carrière qui est stratosphérique, un premier échec en fait. C'est fou. C'est fou, l'envers du décor, parce qu'on peut pas s'en douter, on te voit faire des merveilles. C'est tellement passionnant d'entendre. Et puis... ça pose aussi la question du destin. Et tu vois, toi, t'arrivais toujours avec ta naïveté, avec un truc à l'intérieur de toi qui disait « je pense que j'ai raison ». Oui. Mais parce que t'avais une sorte d'intuition, quoi, un truc un peu plus grand que toi. Je pense pas. Je pense vraiment... Pas non, je pense que simplement, j'ai pas peur de rater. Ah. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, depuis que je suis petite, comme je rate tout le temps, j'ai l'habitude. Bah ouais. Et tu sais qu'on tombe, mais qu'on n'en meurt pas et que c'est pas un drame non plus. C'est ça, c'est qu'en fait, les échecs, ce sera pas un gros échec. Je sais que je le tente et que si jamais ça marche pas, en tout cas, ça marchera pas. Mais j'ai pas peur, ça va pas me faire mal de rater. Alors, ça dépend quoi. Il y a certains échecs. Là, à ce moment-là, je suis adolescente encore. J'arrive à Paris, j'ai 21 ans. Ouais, t'es un bébé. Hein. Donc, en fait, à 21 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Je me dis, au pire, Et puis, je bosse depuis toute jeune. Je sais que je suis capable de gagner ma vie, encore une fois. Donc, si jamais il faut que j'aille faire des ménages, parce qu'il faut que Et puis, je distribue aussi des prospectus dans la rue à ce moment-là, quand je cherche un travail. Enfin, je distribue direct matin. Je fais plein de petits boulots qui me plaisent pas forcément, mais je suis quand même contente et fière de moi d'avoir gagné ma journée, ma vie, d'être indépendante. Donc finalement, le côté financier, le côté réussite, c'est vraiment ce qui m'inquiétait plus. Maintenant, c'est que je sais ce que je veux faire et je veux y arriver. Donc, essayons des chemins si je vois que ce chemin-là est fermé.
J'essaye juste un autre chemin. Ah, c'est génial ton histoire, Nina, je te jure, c'est fou. C'est complètement fou. Et la pâtisserie, tu te mets là-dedans, donc avec ton petit plan machiavélique de « ha ha ha, Ouais. je vais pousser le boulanger dans l'escalier, comme ça je devrais être au fournil à sa place ». Mais en plus, toi, tu n'aimes pas les gâteaux. Non, alors même déjà au départ je rentre même en viennoiserie parce que la viennoiserie c'est ce qui est donc encore plus proche de la boulangerie, c'est entre la pâtisserie et la boulangerie. Ah, je pensais que lorsqu'on n'était pas boulanger, on était les deux. Alors les deux sont les deux. Les pâtissiers doivent savoir faire de la viennoiserie et les boulangers aussi, c'est vraiment le métier entre les deux, ça s'appelle le tour. Donc maintenant c'est une formation où il y a une vraie formation pour le tour, mais à l'époque c'était on apprenait dans la formation boulangerie-pâtisserie qui était d'ailleurs réunie au tout début. Ouais. Enfin non, pas sur toutes. Au début, moi j'ai fait que boulangerie et que pâtisserie, mais il y a certaines formations où il y avait un petit mélange. Ok. Bon, je sais plus exactement, mais... Et à ce moment-là, je commence à faire de la viennoiserie, donc j'arrive à essayer de rentrer tout doucement, mettre un pas dans des laboratoires de boulangerie. Ouais. Et là, je commence ma formation de pâtisserie. Alors, j'aime bien la formation, je suis dans une bonne école, etc. Mais là, je travaille dans une excellente école, tu peux le dire. Oui. Je travaille... En fait, à ce moment-là, ça c'est grâce à ma mère. Parce que, en fait, je postule, ma mère me dit t'as la meilleure école à Paris, donc tu la tentes. Merci. Important de le dire quand même, Nina. Et donc, ma mère me dit tu vas à Ferrandi, tu le tentes pour faire un CAP assez classique. Et là, ils me disent non. Et ma mère me dit tu sais quoi, Nina, tu vas aller devant le bureau, tu vas te planter devant et t'attends qu'ils te reçoivent. Et moi, je fais non, maman, vraiment, j'ai honte. Enfin, j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Non. Et ma mère me dit écoute, t'as un truc en tête, tu le fais jusqu'au bout, Donc, tu attends. On a toute la même mère, c'est dingue. Non, vraiment, là, j'ai vraiment trop honte. Ça fait 4 fois qu'ils me passent devant. Ils voient bien que je suis là et ils m'ont même pas parlé. Donc, je vois bien que je dérange. Et en fait, au bout d'un moment, à la fin de la journée, ils ont dû voir que je m'acharnais un peu. Ils m'ont reçue et j'ai eu ma place à Ferrandi, alors que j'étais pas du tout prioritaire parce que pour un CAP, moi, j'avais déjà un bac et un CAP en boulangerie. Et ils m'ont dit en me recevant, mais vous n'êtes pas prioritaire parce que vous avez déjà assez de diplômes pour travailler. Et je leur ai dit, mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, pourquoi je suis là, c'est parce que je veux travailler et que je n'ai pas la possibilité de travailler. Regardez, je fais que des petits boulots. Et j'arrive pas à travailler en boulangerie. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû créer du lien avec la personne qui m'a reçue. Je crois que tu devais le ressentir aussi dans tes tripes. Et là, ils m'ont acceptée à Ferrandi. Et en fait, je travaillais dans une boulangerie de quartier qui était certes correcte, mais je passais mon temps tous les jours, je garnissais des macarons et je remplissais des éclairs. Et en fait, je me suis dit, mais vivement que je retourne en boulangerie. Vivement que ça s'arrête. C'est vraiment pas fait pour moi. J'aime pas ça, en fait. J'aime ni manger des gâteaux, ni les faire. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Et puis là, c'est même pas faire des gâteaux, c'est... Alors, c'est très important d'avoir un macaron parfait. Pierre Hermé ne nous tombe pas dessus. C'est chouette, mais il faut faire répétitif, quoi. Moi, je l'avais déjà vu en boulangerie. Si je faisais pas de la vraie qualité, où j'étais fière de moi du produit que je propose à la fin de la journée. Alors, ça m'a quand même beaucoup appris parce que, mine de rien, c'était très intéressant parce que comme je faisais toujours la même chose, il fallait que j'ai des challenges tous les jours. Et tous les jours, j'essayais d'aller un petit peu plus vite ou d'avoir une meilleure organisation. Et j'ai appris à être extrêmement efficace dans mes gestes. Et là, j'ai appris la rapidité de mes gestes. J'avais le temps de calculer, de compter le nombre de secondes que je prenais chaque geste, combien. Et donc, je calculais toute ma productivité pour être le plus rapide possible, le plus efficace possible. Essayer que tous mes mouvements soient... Parce que j'avais le temps, je connaissais ce que je faisais par cœur. Donc, j'avais le temps de réfléchir à... Et donc, ça m'a appris énormément. Parce que là, j'ai appris cette rigueur. Pas vraiment la rigueur, mais on va dire la rapidité d'exécution et l'organisation que je pouvais avoir. Moi, enfin, une évolution. Je me construisais mon évolution avec finalement des choses assez simples. Et ça m'a appris à aimer cette répétition du geste. Ça m'a appris à voir les progrès qu'on peut avoir en répétant un geste, en réfléchissant à ce qu'on fait, en gagnant quelques millièmes de secondes à chaque fois, on gagne des heures à la fin de la journée. Ouais, comme un athlète, quoi. T'étais en train de travailler ça. Et donc, tu es dans cette boulangerie-pâtisserie de quartier. Ferrandi, c'est extrêmement exigeant.
Il y a pas mal de femmes avec toi ou... Parce que je sais que c'est un milieu qui est très compliqué aussi. Alors, en pâtisserie, à l'école, il y a beaucoup de femmes. Ok. Donc, à ce moment-là, je suis à Ferrandi. J'aime beaucoup Ferrandi. Je rencontre d'ailleurs des super amis qui sont encore mes amis maintenant. Et en fait, je postule dans tous les plus grands hôtels ou restaurants que je peux, hein, comme d'hab. De toute façon, je sais que je ne serai pas prise, donc autant y aller à fond. Et donc, en fait, là, je suis prise au Meurice. Incroyable. Et ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, je me suis dit, ils vont remarquer que je suis une arnaque un jour. Et je vais me faire virer à tout moment. Parce que moi, j'avais appris à l'école à faire des petites quantités de crème pâtissière, etc. Mais là, j'arrive au Meurice. En fait, je rencontre Camille Le Sec. J'ai un entretien avec lui un soir, après le service, parce que moi, j'embauchais à 23h dans ma boulangerie précédente. Lui, il finissait le service. Et il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un rapidement maintenant. On était en mai. J'allais passer mon examen, mais j'avais même pas encore mon CAP. Et je lui dis, en fait, j'ai pas encore passé mon CAP, je suis en mai, je veux pas louper cette chance, c'est la chance de ma vie. Je vais expliquer à mon ancien employeur que j'ai une opportunité de dingue. Et finalement, il a été plutôt sympa avec moi, il m'a laissé partir avant, ça s'est bien passé, bien terminé. Et moi, j'arrive au Meurice, un peu du jour au lendemain, je suis en train de vivre un rêve éveillé. Je me dis, mais waouh, ils ont tous des tocs, ils sont bien habillés, bien propres et tout. Ils appellent Oui Chef. Enfin, moi, je sors d'une boulangerie où c'est vas-y, passe-moi le truc avec des t-shirts qui n'ont pas de forme. Voilà. Et là, j'arrive dans l'excellence parisienne de ouf. Et je me dis, profite de chaque instant, Nina. Le jour où ils remarqueront qu'en fait, t'es une grosse arnaque, tu te feras virer. Donc, apprends au max, ok ? Chaque jour est une chance. Et donc à ce moment-là, j'aime toujours pas forcément les gâteaux. Et moi, je suis quand même, on reconsidère, faut se rappeler que moi, je suis une boulangère. J'ai été formée en boulangerie. J'envoie de la quantité. Je suis une grosse bourrine. Je ne suis ni patiente, ni minutieuse. Je suis une pile électrique qui court partout, qui balance, qui fait tomber tout par terre. Et je me rends bien compte que là, il demande tout l'opposé de ce que je suis. Il nous demande d'être patient, minutieux, concentré, appliqué. Et là, je me dis, waouh, ok, donc maintenant, je voyais juste au jour le jour, et je voyais bien que tout ce que j'entreprenais, c'était compliqué, donc je me faisais gronder, mais je m'en fichais parce que je savais que, j'avais l'impression que c'était la dernière fois que ça allait être fini et que mon rêve allait s'arrêter, en fait. Et en fait, un jour, si j'ai eu un déclic qui est important, où je me suis dit que je voulais rester, parce que ça a été quand même... Je me suis demandé si j'étais à ma place, etc. Alors, je ne me voyais pas partir, j'attendais juste qu'on me vire. Mais j'ai goûté cette tarte citron qui était incroyable de Camille Le Sec, qui était le chef pâtissier de l'époque, avec Yannick Aleno, qui était le chef des cuisines. Et là, je goûte cette tarte citron et je me rappellerai toute ma vie. Je me rappelle de toute cette tarte citron comme si c'était là. Elle est belle, elle est translucide, il y a de la lumière un petit peu. On voit la meringue qui a l'air d'être extrêmement légère. On a les petits segments de citron brillants. Et là, je croque dedans et on a tout ce côté là où on a le goût, on a l'odeur, on a la texture, on a le bruit de quand ça croque, on a le goût. En fait, il y a tout qui est réuni. Et là, je retrouve, c'est la première fois de ma vie que je goûte un dessert aussi bon. Waouh. Et là, je me dis, en fait, la pâtisserie, ça peut être bon. Et je peux procurer les émotions avec un gâteau comme j'arrive à procurer les émotions avec du pain. Ouais, parce que ça retourne à quelque chose de la joie enfantine, en fait. Les couleurs... La texture. C'est surtout les 5 sens de l'émotion. Totalement. Quand on est chaque personne, on a quelque chose... Pour avoir une émotion, il faut ces 5 sens qui soient réunis. Enfin, pour avoir une émotion quand on mange des desserts. Les 5 sens qui sont réunis. Et après, il se passe du coup le 6e sens. Et là, c'est quelque chose où quand c'est réussi, on a ce 6e sens-là qui est l'émotion qu'on met par-dessus, qui est impalpable et qui fait qu'il se passe quelque chose. Tu sais que... Je trouve ça incroyable. L'odeur, les odeurs sont intimement reliées à la mémoire. Et la mémoire olfactive est l'une des mémoires les plus puissantes qui soit. Même un bébé intra-utérus,
déjà ressent ce qui se passe chez sa maman. Et le goût aussi, parce qu'ils goût peuvent aussi. sentir aussi le sucre, etc., qu'il peut y avoir. Ah oui, t'as raison. Je crois. Hein. Oui, justement, on te dit, si tu veux que ton bébé soit un peu plus calme, arrête de manger du sucre, ou à l'inverse, pour te rassurer. Ouais, t'as raison. C'est fou ce que tu es en train de décrire. Et puis, bon là, je suis peut-être un peu perchée, mais la couleur jaune, c'est la couleur de la joie. Et toi, que ça fasse un sorte de déclic sur une tarte au citron, je trouve que c'est génial. Ça fait trop sens, quoi. C'est trop bien. Surtout qu'en plus, moi, je suis vraiment... Alors, la tarte citron, c'était vraiment au départ un dessert que je déteste. Ah ouais. Parce que j'aime pas l'acide, j'aime pas quand c'est trop sucré. C'est d'accord. vraiment... C'était à l'opposé de ce que j'aimais manger. À la limite, si on me donnait une tarte à thym, j'ai toujours plutôt apprécié les tartes à thym, mais ça restait très crumble. Ouais. Ou juste des fraises avec du sucre et de la chantilly. Mais c'était les seuls desserts que je mangeais. Et là, je découvre ce dessert et je me dis que moi aussi, maintenant, je veux procurer ça à quelqu'un. Et surtout, je veux être fière et pouvoir le montrer à ma famille. Je veux leur donner accès à ces produits incroyables. Donc, je veux pouvoir les réaliser pour les faire pour eux. Oh, c'est trop mignon de penser à ça. Et voilà. Et donc à ce moment-là, j'apprends au Meurice, mais chaque jour est extrêmement difficile parce que j'essaye de ne pas montrer que je sais pas, je refais, je recommence, etc. Et c'est vrai que j'ai de la chance à ce moment-là d'être accompagnée de Mathieu, qui, quand je rentre en pleurs tous les soirs parce que j'ai l'impression que je suis nulle et que je vais jamais y arriver, il me dit « Mais non, t'inquiète, t'es encore là, retourne-y demain. Demain sera une meilleure journée. On y va. » Et moi, je me dis « Ok, vas-y, on y retourne. » Et là, je marche dans Paris, je vais prendre le métro, je sors place de la Concorde et je me dis, mais quelle chance t'as en fait. Tu vas au Meurice, tu vas dans un des plus beaux établissements du monde alors que t'arrivais même pas à rentrer dans une boulangerie il y a 1 an et là, t'es au Meurice. Ah, ça me fout des frissons, c'est vrai. C'est un endroit qui est féerique, qui a habité tellement de potins, de stars, c'est fou. Et là, je servais, c'est ça, on sait pas toujours qui on sert, mais je servais des gens, mais qui étaient... c'est improbable. C'est des murs chargés d'histoire. Improbable. Voilà. Et donc là, c'était vraiment une période qui... Et à ce moment-là, je me suis jamais dit que je serais pâtissière. Peut-être au moment où j'ai mangé la tarte citron, et encore, parce que je me sentais pas encore capable de la faire. Cette meringue au-dessus, pour la faire parfaitement bien, ça m'a pris des mois, voire années. C'est dingue, alors qu'on se dit, bon, une meringue, a priori... Ah bah non. Non. non, mais en fait, c'est l'artisanat, c'est qu'en fait, on peut faire une recette, mais avec une seule et même recette, il peut y avoir autant de façons de faire, autant de la texture, à quel moment on va arrêter de foisonner, la vitesse avec laquelle on va foisonner. Tout joue sur le goût, sur la texture, sur tout ça. Et c'est justement ça que l'excellence. L'excellence, c'est pas la recette, c'est pas le gâteau. L'excellence, c'est... Il y a le cadre, donc on va avoir la recette, on a le cadre, comment on va la faire, etc. Ensuite, on va avoir la maîtrise des bases. Donc il faut que je sache faire la base d'une meringue ou une crème citron. Mais ce sera une meringue ou une crème citron basique. Même avec une bonne recette. Qu'est-ce qui va donner le petit truc en plus ? Ça va être l'engagement qu'on va mettre en faisant cette tarte citron. On va regarder à quel point j'arrête la cuisson, comment je vais zester mon zeste. Est-ce que je vais rajouter un petit peu plus de zeste ou pas, combien de temps je vais l'infuser. Et ça, en fait, la recette, elle dit pas tout. Ça va être, je vais attendre cette petite bulle, mais je mets mon feu plus ou moins fort, je vais l'adapter. Donc, il y a cette adaptabilité-là à avoir, qui est très importante, l'adaptabilité. Et ensuite, on a la lucidité. Comment elle est ? La lucidité, waouh. Et est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien ? Et il y a quelque chose qui est important et que je répète à mes équipes aussi. Attends, excuse-moi, il y a Tara qui valide la tarte au citron. Tara, t'aimes bien la tarte citron, toi aussi ? Elle est très gourmande, apparemment, c'est tel maître, tel chien, donc... Pardon. Tu dis souvent à tes équipes ? Et je dis souvent à mes équipes, il faut... Souvent, la lucidité, ou la remise en question, c'est quelque chose qu'on a mal fait. Mais c'est pas ça, parce que si on regarde que ce qu'on a mal fait, on n'a plus l'énergie pour faire... quand on a besoin de trouver les solutions, quand on se retrouve face à un problème. La lucidité, c'est je me suis améliorée aujourd'hui. Là, ma meringue est mieux qu'hier. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mieux j'ai changé un process qui a fonctionné. Donc, je vais garder ce process-là. Ça, je suis fière de moi d'avoir un peu mieux réussi. C'est peut-être pas parfait. J'ai peut-être ça à améliorer. Mais là, je me suis améliorée. Donc, j'ai ce sentiment quand même de fierté où je me nourris de choses positives.
Et à côté de ça, je vais pouvoir voir aussi, là, tu vois, tu aurais peut-être dû foisonner un peu plus longtemps, ton pochage, il n'est pas très beau, tu aurais dû te concentrer un peu plus, etc. Donc, tellement juste, mais même chez les jeunes enfants, dans l'éducation, surtout en France, on a tendance à, tu sais, on note dans une dictée les fautes, etc., au lieu de dire, regarde tous les mots que tu as eu bons, quoi. Oui. Et d'être capable de dire, là, ce que tu as fait, c'est génial, c'est donner une bouffée d'espoir et de force pour aussi entendre les choses à améliorer. Et c'est souvent comme ça qu'on a envie de faire encore mieux, parce qu'on a envie de continuer à faire plaisir à la personne qui nous apprend en disant « Regarde comme j'écoute ce que tu me dis », etc. Et même pour toi, c'est qu'en fait, il y a cette fierté où on connaît le chemin, on a envie de s'engouffrer dedans, on a envie de continuer. Ouais, challenge. Et je sais où est mon erreur, donc du coup, je sais que la prochaine fois, ça va être encore mieux. Donc, on a toujours hâte, quand on a ces deux côtés-là, on a hâte de recommencer. Ouais, et à partir du moment où on a hâte de recommencer, même si on a fait des petites erreurs, on pourra faire que mieux. Et la lucidité vient avant la remise en question, et la remise en question, c'est l'action qu'on a face à cette lucidité. Donc ça, c'est important. Waouh, ça, c'est un conseil que tu donnes qui peut s'appliquer... tu valides qui peut s'appliquer à absolument tous les domaines. Ouais. C'est hyper intéressant parce que tu le dis, tu gardes en toi une certaine énergie pour mettre en action ce qui doit être changé ou amélioré. Mm-hmm. Et effectivement, quand on est à s'auto-flageller, à se dire j'ai raté ça, on est dans une énergie qui n'est pas la bonne du tout. Mm-hmm. Et qui tire plutôt vers le bas. Ok, je retiens ce bête de conseil, même en sachant pas vraiment bien cuisiner moi-même. Non, mais je pense que ça s'applique pour tout quand on arrive vraiment avec un état d'esprit positif, malgré... et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche chez nous. Et peut-être qu'on va le voir, je dirais peut-être après, parce que je pense que le deuxième sujet auquel on va parler, peut-être l'apportera mieux. On en a 18 à ce stade. mais en fait, c'est extrêmement important comment on aborde les choses. Ouais. Et... notre prisme sur les événements de la vie. Parce qu'on peut choisir, en fait. Aussi. On peut choisir. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas choisir, mais déjà, si on prend en main tout ce qu'on peut choisir et qu'on choisit de le façonner comme on a envie, déjà, on a déjà fait énormément et on peut déjà... parce que si on prend simplement ce qui nous vient, je prends les bonnes choses ou je prends les mauvaises choses, on est passif. Donc, dès qu'on arrive dans l'action, on peut... on a possibilité d'agir sur plein de choses. Par contre, il faut aller attraper les choses pour aller les moduler ensemble et faire en sorte que ça nous convienne, etc. Et après, les choses qu'on a modulées, son petit château fort ou alors sa petite montagne, sa pyramide ou ce qu'on a envie, on a la possibilité, on a les mains libres parce qu'on a attrapé tout ce qui était bien pour le construire. Une fois que quand c'est bien construit, quand il y a un orage qui arrive, on a le temps de prendre son parapluie pour aller se couvrir. Mais il faut avoir le temps de prendre son parapluie. Et dans ce cas-là, il faut avoir aussi, faut s'être nourri de tout ce qui est... Il n'y a pas de souci. Alors, non seulement je valide à 3000% tes propos, et je dirais même que... Oh, Tara, excuse-moi. T'inquiète. Prochaine fois, je prends un petit dodo pour elle. Je pense qu'elle est en mode... Mais elle moi, a envie d'être avec nous. J'ai eu hier, mon premier reportage télé tourné sur la leçon. C'était un moment génial. Ils n'ont fait que filmer Tara. Ça va être la star du podcast, j'adore. Donc toi, tu es au Meurice et là, tu es en train de grandir puissance 10 000 sur la manière dont tu vois les choses, ta force de frappe au travail, etc. Tu deviens extrêmement résiliente aussi à cette époque-là. Alors là, oui, à ce moment-là, je suis, on va dire, résiliente face aux petits échecs que je peux avoir au quotidien. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que je vois tellement, et nos métiers sont tellement beaux pour ça. Tous les métiers d'artisanat, c'est qu'on fait de nos mains, on construit, on a un résultat. Et on voit vite le résultat de nos erreurs ou de nos réussites. Oui. et c'est vrai qu'on a la possibilité d'évoluer dans ce métier relativement vite. Parce qu'il suffit de vouloir évoluer pas pour y arriver, mais ça demande beaucoup de travail, mais ça demande simplement du travail, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de... ce qui est trop beau à ce moment-là, c'est que je me dis quand même, Nina, tu as une chance inouïe de pouvoir être dans un établissement comme ça où tu es payée pour apprendre. Moi, à cette époque-là, j'ai des amis qui payent des études extrêmement chères, qui travaillent comme des dingues la journée dans les facs ou dans les écoles, et ensuite elles ont des choses à rendre, elles travaillent le soir, la nuit aussi, le week-end pour payer leurs études. Enfin, c'est quand même extrêmement difficile, la vie d'étudiant.
Alors, moi, je travaille beaucoup, certes. Je cumule aussi 2 emplois parce que je La travaille vache. en extra les week-ends pour apprendre plus. Parce que je me suis dit, mais j'ai été prise dans un endroit à la Grande Cascade en extra à ce moment-là. Mais je me dis, mais quelle chance, Nina. C'est pareil, tout ce qu'on me donne, je le Ah ouais, prends. Parce qu'en t'absorbes. fait, avant, on m'a tellement fermé des portes que dès qu'on m'en ouvre, eh ben, je m'engouffre Ouais. dedans et je le prends avec. Et donc là, je travaille vraiment beaucoup parce qu'on me donne l'occasion de travailler. Et pour moi, c'est vraiment la révélation, c'est que ça y est, on me fait confiance, on me donne des missions, et on me donne l'opportunité de travailler dans ce que j'aime. Ok, ça change tout, en vrai. Ouais. Sur ta capacité de travail lorsque ça part de la joie de faire un truc que t'adores, ça change tout. Les heures de travail sont tellement Ouais. différentes. Ouais, puis après, on sait surtout que j'estime ce qu'on me donne. C'est d'un côté j'aime et d'un côté c'est dur aussi parce que je suis quand même dans un moment où je Ouais, suis en apprentissage, donc je suis très loin d'être fière de moi tous les jours, où je suis très Puis loin c'est d'être. un métier qui est très dur. Voilà, je suis pas sûre d'aimer forcément à ce moment-là. Est-ce que j'aime vraiment faire les gâteaux ou est-ce que j'aime surtout le fait d'apprendre des connaissances ou de me rendre compte que finalement je suis pas si mauvaise, que je peux avoir un peu de patience, que je vois mon évolution comme je partais de très bas. Finalement, l'évolution est palpable. Et voilà, donc là, je suis au Meurice, je travaille pas mal à la Grande Cascade en parallèle et j'arrive à l'hôtel Raphaël où je prends mon premier poste de chef avec Amandine Chéniaud. Donc, je passe 2 ans là-bas, je commence à construire mon équipe. Enfin, je construis mon équipe. Qui est un hôtel de luxe mythique aussi, parisien, pour ceux qui ne le connaissent pas. Incroyable, Donc, cet hôtel. Hyper émouvant Ah ouais. de faire tes premières armes, là, ça y est, sans le filet. Ouais, c'était l'hôtel de Serge Gainsbourg où il a Wow. habité là-bas. Il y a que des gens extrêmement... beaucoup d'artistes, donc on sert ces gens-là. C'est un hôtel très intimiste, très petit, où c'est très familial et il y a une ambiance extrêmement bienveillante où je peux apprendre en toute bienveillance. C'est dur, mais en tout cas, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Hein. J'ai un poste on me propose ce poste-là, mais je sais que j'ai pas encore les compétences pour, mais je sais que je vais devoir travailler en plus pour les acquérir. Ouais. Et ça, je me dis, ok, on te propose Challenge. ça, Nina, tu ne peux pas refuser. Impossible. Tu le prends et tu bosses. Et après, tu te tais, ok? Donc, fake it until you fucking make it. Voilà. Ouais. Et j'ai une super équipe. Il y a vraiment... voilà, je travaille jour et nuit, j'essaye de faire de la créa, etc. Wow. Et donc, c'est mes premiers desserts, mes premières créations à ce moment-là. Et puis, et puis après, au bout de quelques années, il y a Jean-François Piège qui m'appelle et qui me propose d'être sa chef pâtissière pour l'ouverture du grand restaurant. Waouh. Alors là, je me dis, waouh. Je te tiens au courant. Bah non, mais je me dis, tu peux pas refuser, en fait. Impossible. C'est incroyable. Jamais... Enfin, avoir accès à cette cuisine, travailler aussi haut de gamme à la recherche d'étoiles avec une ouverture. En plus, une ouverture, c'est passionnant. Une ouverture, c'est on construit l'histoire, en fait. Ouais, c'est vrai, Moi, bien sûr. j'ai cette tendresse pour le grand restaurant parce que je l'ai connu avant que tout soit construit, parce qu'on a décidé de mettre ça à cet endroit-là, parce que j'ai mis les premiers ingrédients dans les postes de travail, parce qu'on a eu cette première clientèle, on a fondé cette première équipe, et après, en fait, ça a une saveur très particulière. C'est extrêmement dur, et ça permet de se souder, parce que dans quel moment l'équipe se soude, dans quel moment on apprend, c'est quand c'est dur. Si c'est facile, clair. Ça veut dire qu'on aurait dû aller plus loin. Ça, c'est la marche. Dès qu'on le sent, dès qu'on sent que c'est facile, ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit, je pense. C'est toujours comme ça. Tu l'as prouvé dans ton parcours. Chaque fois, il y avait une petite marche franchie. Ça doit être tellement émouvant, ce moment-là. Et puis toi, tu le vois de manière tellement joyeuse et belle et optimiste, en disant « Oh là là, on me redonne ma chance, etc. » On peut aussi le voir en se disant « Attends, il n'y a quand même pas... Il n'y a pas de hasard qu'à chaque fois, on te propose des postes de plus en plus prestigieux. C'est que tu es excellente et que tu fais plus que tes preuves à chaque fois, quoi. » Alors, je me suis jamais posé la question, mais je pense que peut-être que je suis engagée. En tout cas, moi, ça se sait. Je me permets de le dire d'un point de vue extérieur. Ouais. Non, mais c'était une expérience incroyable. Et là, c'est vrai que j'ai accès à la... Et en plus, Jean-François Piage est vraiment un puits de savoir. Wow. C'est une personne qui a des connaissances extrêmement dingues sur sur la cuisine, sur les techniques, etc. Et là, j'apprends
même la philosophie, on va dire, d'une... voilà, c'est vraiment une période où j'apprends énormément, où on a accès à beaucoup de visibilité aussi, ce qui me permet d'avoir des beaux titres à ce moment-là. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir été nommée pâtissière de l'année en 2016 par le magazine Le Chef, qui est une très, très belle reconnaissance dans le monde de la cuisine. C'est une des plus belles reconnaissances. Pâtissière de l'année aussi par le guide Goemio. Waouh. Grâce à cette belle visibilité, on a les projecteurs sur nous, donc il y a une pression énorme parce que moi, je sors de mon hôtel. Finalement, je sais pas ce que je fais là, encore une fois. Mais c'est clair, tu disais ton petit hôtel intimiste, le petit cocon un peu réservé. Et puis en plus de ça, te dire, punaise, Jean-François Piège me fait confiance, mais tu peux pas le décevoir du tout. Oui. Et tu dois te mettre une pression double. Après, on est une équipe là. Donc après, la pression, oui. Et en même temps, on fait ce qu'on peut notre mieux sur chaque geste. Mais c'est un peu ça l'excellence. Chaque geste va être fait de toute façon au mieux. On va faire des erreurs et on a cette lucidité et cette remise en question après. Mais c'est très mathématique. Et en fait, la pâtisserie m'a appris à être extrêmement organisée et carrée, mais aussi dans la réflexion et de savoir prendre un peu de recul. Et à ce moment-là, surtout, j'ai une chance inouïe. C'est que Mathieu, il me suit dans ses aventures et je travaille comme une dingue. Et lui, il m'accompagne, il me pousse, il me soutient. Ce qui n'est pas toujours évident. J'ai une famille, un entourage qui est extrêmement... qui à ce moment-là, ils sont encore là avec moi. Mes amis ne m'abandonnent pas alors que je ne les vois pas. Il y a quand même... parce que quand on met toute sa vie au service de son travail, moi, je travaillais de 6h du matin à minuit. Donc... Et c'est 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 quand il y a des événements ou des extras. Wow. Je ne vois pas Mathieu pendant plusieurs années quasiment. C'est tellement important, c'est un sujet, tu vois, je me dis qu'il faudrait même en faire un hors-série. Le fait de bien choisir son compagnon et encore plus en tant que femme, c'est primordial. Oui. Moi, tu vois, j'ai 34 ans et j'ai pris la décision de prendre mon temps jusqu'à ce que je trouve la bonne personne qui a une énergie optimiste comme moi, qui ne se sent pas écrasée par peut-être plus de lumière de mon côté, etc. Parce que je l'ai vécu par le passé. Au départ, on essaye de tirer l'autre vers le haut. Ça nous enlève toute notre lumière, toute notre énergie. Et en tant que femme, c'est vraiment la clé de choisir la bonne personne. Je suis tellement heureuse que tu aies pu rencontrer quelqu'un qui t'ait accompagné, soutenu et poussé aussi depuis l'époque La Rochelle. Qu'est-ce que c'est précieux d'avoir cet entourage-là, quoi. C'est génial. Et surtout il me dit, voilà, si c'est trop pour toi, on arrête tout. On change et on... Pas de pression non plus à devoir... Et je suis là pour toi, je te protégerai. Et c'est vrai que c'est... Même lui, ma famille, mes amis, et c'est vrai que cet entourage-là, et moi, je pense qu'on le choisit aussi. Et vraiment. Je pense que c'est important de le choisir. Pitié. Ouais. C'est ce que tu dis, c'est important de le choisir. On a le pouvoir de le choisir. Vraiment. Et même si on peut avoir des amis ou de la famille qui ne sont pas forcément, à certains moments, alignés, etc., on a le droit aussi de prendre du recul, etc. En fait, il faut penser à soi d'abord avant de prendre soin des autres, parce que tant qu'on n'est pas bien soi, on n'aura pas l'énergie de prendre soin des autres. Et ça, c'est Mathieu qui me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, Nina, quand tu vois que je prends pas assez soin de moi, dis-le moi, je prendrai soin de moi pour qu'on on prend soin de l'un et de l'autre. Mais d'abord, il faut prendre soin de toi avant de pouvoir prendre soin de l'autre. Et ça, c'était quelque chose qu'on s'est beaucoup dit mutuellement et on se coache beaucoup ensemble. Ouais, vous êtes incroyables. Où dès qu'il y en a un qui va pas, il se ressente sur lui-même. Ouais. Et même, en fait, j'ai envie de dire, on peut s'occuper de l'autre, mais ça n'a pas autant de poids que quand on s'occupe de soi-même. C'est tellement plus séduisant d'avoir quelqu'un qui est bien dans sa peau et serein et bien dans ses baskets et qui donc rayonne. Oui. Mais ça doit vraiment partir de soi, c'est clair. Sinon, il y a presque une énergie du désespoir, tu vois. Et puis, il y a toute cette question de qu'est-ce que je recherche là-dedans ? Est-ce que moi, j'ai eu très longtemps une position de sauveuse pour exister, pour être aimée auprès de mes proches. Donc, en m'oubliant moi et en mettant toute mon énergie vers l'extérieur. Et ça s'est retrouvé dans toutes les relations amoureuses dans lesquelles je me suis mise, tu vois, c'est logique. J'ai attiré à moi des partenaires qui avaient besoin d'être sauvés et moi, donc voilà. C'est désastreux et l'énergie, elle n'est pas placée au bon endroit et on peut pas réellement rendre quelqu'un d'autre heureux, quoi. Il y a un sorte de truc qui doit partir de soi. Moi, je suis persuadée. Vraiment. Ça part de soi. Mais de tout part de soi. On a la clé dans nos mains, en fait. Et on peut pas
Ouais, ça c'est vraiment très important. Et c'est vrai que même dans mes relations amicales, dans les relations professionnelles, je leur dis toujours, et on travaille vraiment en famille, donc j'y viendrai peut-être après, mais je travaille avec mon père, ma mère, mes 2 sœurs, mon mari, le cousin de mon mari, etc. Je travaille avec mes meilleurs amis. Mais non, le challenge max, quoi. Bah ouais, et en fait, je leur dis à tous déjà, vous prenez soin de vous, vous êtes là que si ça vous fait du bien, et si jamais nos chemins se séparent professionnellement parlant, eh ben ils se sépareront, mais en tout cas, on sera toujours ensemble unis, et c'est le bien-être de chacun avant tout le reste. J'ai envie de dire, les gâteaux et tout, on s'en fiche, c'est le bien-être de chacun. Et le bien-être de chacun, il fera des beaux gâteaux. C'est tout, c'est très simple. Amen. Et puis, tu as des enfants aujourd'hui? Oui. Mais tu te rends compte le cadeau que tu leur fais, hyper précieux, d'avoir un modèle de maman qui a déjà un couple qui prend soin l'un de l'autre, mais qui ne s'oublie pas, donc pas une maman sacrificielle, tu vois, donc tu mets pas ce poids-là sur tes enfants, et puis tu leur montres que leur maman, elle est allée à la poursuite de ses rêves, de ses ambitions, qu'elle a été... qu'elle a fait tous ses choix parce qu'elle en avait... envie, avec joie, avec optimisme. Enfin, genre, c'est trop beau ce que tu leur transmets comme héritage, quoi. C'est génial. C'est gentil de me dire ça. Mais peut-être qu'elles seront un peu... Non, mais peut-être que je passerai pas assez de temps avec elles et que du coup, elles m'en voudront. Mais... c'est sûr. Désolée. Mais de toute façon, ça vient toujours. C'est toujours la faute de nos parents. Mais évidemment, ça j'aurais créé des traumas et elles iront chez le psy pour soigner les traumas que j'ai fait. Mais voilà. Au moins, je me suis dit que je leur aurais donné un petit peu d'énergie en disant... Moi, je veux qu'elles soient libres et capables de faire ce qu'elles veulent par elles-mêmes. C'est vraiment la plus grande valeur que je veux leur transmettre, c'est vous êtes libres, les filles. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes capables de vous rendre heureuses. En fait, on fait des enfants pour eux, pas pour nous. Et J'adore ton discours. Ça me fait trop de bien d'entendre ça. Je trouve que c'est tellement, tellement, tellement important. C'est un... Bon, déjà, à chaque fois, je le dis, on a tous des traumas. On est là sur cette terre pour travailler chacun sur des petites pistes personnelles. C'est logique. C'est le propre de l'humain. Mais oui, on est tous névrosés. C'est le propre de l'humain, c'est malheureusement. Oui. Certains plus que d'autres. Mais tu leur transmets en elles... c'est pas très français. Mais en tout cas, tu leur transmets une certaine idée de la confiance en soi, j'ai mon libre arbitre pour choisir qui je veux être dans la vie. Ça, c'est déjà un énorme cadeau. Donc, t'as un peu tout gagné déjà, tu vois, j'ai envie de te dire. Ce n'est jamais gagné. Oui, c'est vrai, c'est jamais gagné. Et elles sont pas encore adolescentes. Non. Oui, voilà. 5 ans et 7 ans. On en reparlera peut-être plus tard. Parenthèse fermée sur l'entourage, mes sujets extrêmement importants et qui me tient profondément à cœur, et surtout chez nous, les femmes. Mais l'entourage, là, il est... Ouais, et ça, justement, on va peut-être tirer le fil si jamais... Je suis tellement alignée avec ce que tu dis et ça fait tellement de bien d'avoir quelqu'un qui réussit autant que toi, qui a malgré tout... Nina a un esprit sain dans un corps sain, quoi, tu vois. Ça pourrait t'avoir rendu névrosée parce que c'est des gestes qui sont d'une telle précision que ça rend parfois un peu dur. Non, mais les névroses, tu vois, pour moi, les névroses, c'est pas mauvais. Les névroses, c'est juste des petits... alors peut-être que j'utilise pas le bon mot, mais pour moi, on a tous nos petites obsessions, on a tous nos trucs à travailler. C'est peut-être le mot. Et on a des choses à travailler, en fait. On est des êtres humains, donc on est imparfaits. Et donc, on a forcément des choses à travailler sur nous. Mais heureusement, parce que c'est là que c'est intéressant. Si jamais je me réveille le matin et je me dis, c'est bon, le taf est fait, j'ai plus rien à faire. Enfin, je peux retourner me coucher, quoi. Du coup, je pars en Floride, à Tampa. Non, même pas, parce que je pense que ce qui est passionnant, c'est de faire, c'est de constamment réfléchir, vraiment. S'améliorer. Il n'y a pas que ce qu'on sait faire, il y a tout... comment être avec soi-même, comment être avec les autres. En fait, c'est ça le plus compliqué dans la vie, c'est pas savoir faire des gâteaux. Et en fait, si tu veux tirer un peu le fil, je sais pas, du concours que... Ouais, vas-y, c'est hyper intéressant. Du meilleur ouvrier de France, parce qu'au départ, je voulais peut-être parler de ça. Ça m'a appris beaucoup de choses a posteriori. Alors, pour vous faire un petit topo, Nina passe ce concours du meilleur ouvrier de France. Quel est le but ? Te tirer vers le haut, te challenger, te reprouver peut-être aussi que tu peux te mettre en danger ? C'est quoi le but à l'époque ? À ce moment-là, cette idée m'a traversé la tête déjà depuis longtemps. J'ai cette admiration pour les meilleurs ouvriers de France avec le col bleu, blanc, rouge, où pour moi, c'est waouh, c'est le summum de la pâtisserie française, ceux qui ont le savoir, quoi. Et donc, j'ai cette admiration pour ce concours. Et puis, donc, ça me
quand même, je commence dans ma tête à le travailler. Donc, dans tous mes gestes que je fais au quotidien, je le travaille consciemment. Je me dis, OK, apprends à regarde-les travailler, regarde comment se passe le concours et essaye, toi, de le refaire déjà dans tes gestes du quotidien. Et ça a mûri pendant plusieurs années. Donc, je m'entraînais un petit peu petit à petit à ces choses-là, à comment on organise le poste, comment on arrive à être un bon professionnel en face de son poste de travail. Et à la fin du Café Pouchkine, en fait, j'arrive... Donc après Jean-François Piège, j'arrive au Café Pouchkine. Et au Café Pouchkine, je reste 1 an et demi à peu près. À ce moment-là, je suis enceinte d'Anastasia, puis j'accouche. Et donc j'ai mon bébé en bas âge. Suite logique, finalement. Voilà. Donc j'ai mon bébé en bas âge. J'ai un poste que j'aime beaucoup, mais je vais pas dire que je m'ennuie un peu, mais surtout on me dit de bien rester à ma place, surtout pas faire plus. Surtout, il faut que... C'est un truc qui te plaît pas, ça, dans la vie. Non, on m'a dit, c'est bon, t'es bien là, c'est bon, t'es bien rangé, tu continues à faire ce que tu fais, mais il n'y a pas d'autre challenge, en fait. Plus rien. Donc, je commence à m'ennuyer, sérieusement, et j'ai plus cette flamme au fond de moi de me dire, tu te lèves ce matin, c'est quoi ta mission? Là, tu vas faire ça, ça. Et en fait, avoir cette énergie-là, j'en ai plus. Et je me sens limitée dans certaines de mes compétences. Et je suis pas capable de les apprendre là-bas parce que j'ai pas l'opportunité. Enfin, moi, je veux apprendre à faire des pièces en sucre, des pièces en chocolat, tout ce qu'on fait pas dans une pâtisserie classique. C'est l'art de l'artisanat de la pâtisserie française, mais c'est pas forcément des pièces commerciales qui vont se vendre. Et... Bien sûr. Donc, à ce moment-là, je suis bloquée. Je ne peux pas apprendre forcément. Et donc, je décide de passer le concours des meilleurs ouvriers de France pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'aucune femme ne l'a eu et qu'on me dit clairement que, alors déjà qu'on ne peut pas forcément être chef, maman et encore moins meilleur ouvrier de France, que ça détruit des familles parce qu'on travaille tellement que c'est extrêmement dur pour l'entourage, pour tout le monde, que c'est un peu égoïste aussi. Bon, on m'a déjà dit, tu peux pas et nourrir ta famille et nourrir le reste du monde, il faut que tu choisisses. Waouh. J'ai fait, ok, en fait, est-ce qu'il faut vraiment choisir Ouais, mais est-ce qu'il faut vraiment choisir, en fait? Ouais. Est-ce qu'il y a forcément un chemin qu'on doit suivre? Moi, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Et encore une fois, j'étais persuadée que oui. Je ne me suis jamais dit que c'était pas possible. Je me suis dit, mais bien sûr qu'on peut être chef d'entreprise et maman. Il y en a plein qui l'ont fait. J'en connaissais plein d'exemples. Pas dans notre métier, mais dans d'autres métiers, oui. Et je me lance dans le concours. Alors, ça a été évidemment une grosse décision familiale parce que c'est un concours qui demande énormément d'investissement de temps, économique aussi. Parce que l'achat des matières premières pour s'entraîner, l'achat des équipements pour s'entraîner. Et je sais ce que ça veut dire. En toute conscience, je sais que ça va être... On enlève les vacances, on enlève les week-ends, je travaille la nuit. Et je dois travailler en plus pour pouvoir financer ce concours. Parce qu'attends, j'avais fait un épisode sur ce concours-là avec Cédric Grolet, au tout début de la leçon. Mais lui, à l'époque, je pense pas me tromper en disant que lui pouvait s'entraîner au travail. Mais il n'a pas passé, Cédric Grolet-ci. Ainsi, le pauvre, il a brûlé le rideau avec un chalumeau de stress. La salle a dû être évacuée et il a fait les gros titres juste parce que c'était celui qui... Et c'est comme ça qu'il a atterri au Maurice. Mais non, je te jure. Ah d'accord, je vais écouter le podcast. Je t'enverrai l'épisode. Tu verras, c'est l'un de mes premiers. Écoute-le lui, ne m'écoute pas moi. Mais en l'occurrence, je crois qu'on lui laissait du temps dans sa journée au sein de son travail parce que tu sais, c'est prestigieux d'avoir au sein de son équipe quelqu'un qui... Toi, tu décides de le faire en totale autonomie, donc rien n'est financé par l'extérieur. Et oh la vache. En fait, je quitte Café Pouchkine, ne voulait pas m'accompagner dans l'aventure. Voilà, il voulait pas parce qu'il voulait pas financer ça, ça ne les intéressait pas. Ouais. Et donc du coup, moi à ce moment-là, je me mets en tant qu'indépendante. Donc tu diminues ton salaire aussi, j'imagine. Tout à fait, drastiquement. Et je construis. Et donc c'est là où on décide de commencer à faire cette aventure humaine. On se dit, ok, on va prendre soin de nous. On adore bosser tous les deux avec mon mari, mais en fait, il faut qu'on puisse se retrouver, il faut qu'on puisse faire des choses, il faut qu'on retrouve cette passion. Et là, on achète cette maison en Normandie qui nous sauve, parce qu'à ce moment-là, on travaille comme des dingues tous les deux avec un bébé en bas âge. C'était une période très dure. Et là, je quitte Café Pouchkine. Je suis dans un flou financier, donc je fais beaucoup de conseils internationaux. Je pars à Londres pendant
presque 1 an pour développer des boulangeries, pâtisseries et restaurants à Londres. Ce qui doit être très fatigant parce qu'il y a les déplacements. Et ce qui est très dur parce que je laisse mon enfant de vache. 1 an avec mon mari à Paris et moi je suis quasiment 100% du temps à Londres. Donc ma mère vient avec ma fille de temps en temps pour que je puisse la voir sur des semaines de temps en temps. Mathieu fait des allers-retours de temps en temps, mais en fait moi je suis isolée et d'un côté ce moment-là était très dur parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise mère, parce que j'ai l'impression qu'en plus tout est incertain. Et puis il y a un truc dont on ne parle pas, c'est que toi tu viens d'accoucher il n'y a pas si longtemps, les hormones jouent un rôle très puissant. Alors, on parle même pas du manque de sommeil. Juste toi, physiquement, pour être au top de ta forme, il faut que tes hormones soient équilibrées. Tu vois, c'est la base de la base. Et tu viens d'accoucher et tu as cette chute d'hormones. Waouh! C'est bluffant et c'est logique que tu aies ressenti cette culpabilité parce que déjà, à l'intérieur de toi, il y a tellement de choses qui se jouent et qui se transforment, quoi. Ouais, c'est une période très dure et en même temps salvatrice. Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, mon bébé me manquait, mon mari me manquait, etc. Et là, en fait, ma famille est venue m'aider. Et c'est là où on a commencé. J'ai eu mes 2 sœurs qui sont venues m'aider à monter le restaurant parce qu'elles avaient toutes les 2 des formations de cuisine. Ok. Donc elles sont venues créer des cartes. J'ai 2 de mes amis aussi qui sont venus, 2 de mes meilleurs amis. J'ai mon père qui est venu ou ma mère qui est venue aider pour garder les... Voilà, il y a Mathieu qui me soutenait même s'il était loin. J'ai ma belle-mère qui nous aidait, elle était à Paris. Enfin, tout le monde a commencé vraiment à s'unir et à faire en sorte que ce projet fonctionne, quoi. Oh, tu devais te sentir tellement aimée de sentir toute cette énergie et tous ces gens qui finalement ont confiance en toi. Alors oui, mais à ce moment-là, je me sentais pas... j'étais extrêmement reconnaissante, mais c'est surtout ce que j'avais comme sentiment, c'était une grosse pression. Ils sont là pour moi, donc en fait, ça veut dire... Moi, je me sens... J'ai l'impression que du coup... Oui, mais d'un côté, ça veut dire que j'ai tellement besoin d'aide que je suis... j'arrive pas à gérer ma vie aussi, c'est que... Mais il y avait cette partie-là de moi et la partie où en fait, ça me fait de la peine pour eux qui doivent donner autant pour moi et que, en fait, Ma mère a été triste d'être loin de mon père, parfois. Oui. Et puis, ça crée de la peine quand on est loin des uns des autres. Après, ça a construit quelque chose d'incroyable. Mais c'est sûr que il y avait aussi, c'était des émotions extrêmement dingues. Parce que c'était soit des émotions extrêmement chouettes, et en même temps, moi, à ce moment-là, ma fille me manque énormément, surtout, etc. Mais parfois, je suis seule aussi, où je peux penser à moi, me concentrer pour mon travail, à avancer, à apprendre des choses. Et là, j'apprenais à monter une boîte. Et à ce moment-là, je le faisais en conseil, mais il fallait que je monte, fallait que je construise le labo, que je recrute les équipes, que je crée les recettes, que je monte un restaurant de toutes pièces, que je monte une boulangerie et une pâtisserie de toutes pièces, du début à la fin. Malade. Et ça a été incroyablement passionnant, en fait. C'est dingue, où je me retrouve avec pas de challenge au Café Pouchkine, avec un challenge qui est débordant. Et puis, c'est les prémices de toi, ta propre entreprise. Tu as dû apprendre énormément, ce qui a dû te servir pour la suite. Donc, parfait. Et donc, à ce moment-là... Parce que ce n'était pas assez. Non, à ce moment-là, ma mission s'arrête. Donc, c'était une mission qui a été destinée dans le temps. Je me retrouve en France. Et là, je décide de me dire, maintenant, il faut que je passe les MOF. Je l'ai en tête depuis trop longtemps, c'était les inscriptions. Je me dis, inscris-toi Nina, et vas-y. Et le lendemain, je découvre que je suis enceinte. Oh putain. Là où ils doivent se dire, attendez les gars, on va vous faire marrer, on va... Oh la vache. Je m'inscris, j'envoie l'inscription, je suis avec Mathieu, on envoie l'inscription, on est comme des fous, on en tremble et tout, on y va. Ok, on part dans l'aventure, c'est une aventure familiale, on va se soutenir, on va acheter cette maison en Normandie. C'est une aventure familiale. On a construit un laboratoire exprès pour ça. Waouh! En Normandie pour pouvoir que je puisse m'entraîner et me concentrer à fond. Donc là, je m'inscris, je découvre que je suis enceinte et là, le Covid arrive. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Non, parce que j'ai plus rien. En fait, moi, je suis indépendante. Je fais des missions à l'étranger. Tout ce que je gagne dans l'année repose sur mes missions à l'étranger. Je fais du conseil international. T'as raison. Donc non, c'était l'horreur. Entre ça et le Brexit, catastrophe. Mais atroce. À Londres, j'étais partie, donc heureusement. Mais en une semaine, je perds tous mes contrats. Je me dis, avant que tu m'expliques ça, génial, au moins elle va se concentrer sur la cuisine parce qu'il y a strictement rien d'autre en fait finalement à faire. Mais là, oui, tu n'as plus d'argent et enceinte. Ouais. Donc la trouille de comment est-ce que je soutiens ma famille, quoi. Et mon mari indépendant, pareil. En fait, on venait d'acheter une maison, de fabriquer le laboratoire. Oh la vache.
Ce qui coûte une fortune. Ouais, enfin, on avait pas mal investi, ouais. Puis ensuite, la voiture, enfin, toutes les charges en fait du quotidien, sauf que là, comment on fait? On est indépendant, quoi. Donc là, non, gros stress. C'était pas drôle. Donc je m'entraîne comme une ouf pour le MOF. On fait en parallèle on développe pas mal de contrats en visio. Donc on fait beaucoup de formations en visio, on fait beaucoup de vidéos parce que lui vient de l'audiovisuel. Et donc le laboratoire qu'on a construit, heureusement, il était quasiment fini au moment où tout s'est arrêté, où on a été tous confinés. Il était presque fini, donc on a fini de briquer de broc à la fin. Mais on a pu continuer à travailler tous les deux, à faire des vidéos et du contenu qu'on pouvait vendre, etc. pour pouvoir continuer à ce que je m'entraîne déjà, parce qu'il faut acheter des ingrédients, il faut se procurer les ingrédients pendant le Covid. Mais se procurer les ingrédients. Voilà. Puis le chocolat, il y a eu tellement de catastrophes successives avec... Voilà, bon, c'était son petit lot. On se débrouille. Ouais, c'est pas évident, on se fait livrer. On fait des partenariats avec des super... En fait, c'est là où on crée des super partenariats qu'on a toujours avec la farine, le beurre, avec plein de gens comme ça qui nous ont aidés, qui nous ont envoyé des matières premières. On recevait des palettes de farine et de beurre en plein milieu du Covid. Ils ont vraiment peur de manquer, ces gens-là. Mais non, mais je travaillais mes galettes, je travaillais j'avais pas de sujet, donc je travaillais toutes les bases de la pâtisserie française pour pouvoir être prête le jour où on aura des sujets. Wow. Et donc, je m'entraîne comme une dingue nuit et jour, ce qui me sauve un peu de ce moment un peu stressant. Et donc, je travaille ce concours. Et là, on se rend bien compte à la fin du Covid que... Donc là, je suis sur le point d'accoucher. On est en juin-juillet. Et on se dit avec Mathieu, moi, je lui dis, j'ai vraiment envie de faire des gâteaux, en fait, et de vendre des gâteaux. Parce que là, c'est bien, je fais plein de gâteaux, mais j'ai envie de... Mon métier, c'est de faire des gâteaux pour les autres. Pas juste pour créer des choses ou pour un concours. Et qu'est-ce qu'on a dans notre jeu de cartes ? Qu'est-ce que Mathieu, lui, c'est quoi les compétences de chacun, en fait ? Moi, je le vois comme chacun a sa compétence à apporter. Vous êtes une équipe ? Et qu'est-ce qu'on a dans l'équipe ? On a mon père, qui est développeur, qui, lui, en plus, s'est formé, qui s'est formé tout seul depuis qu'il est tout petit. Et il est passionné par tout ça. Donc, mon père est développeur. Ma mère est journaliste, donc elle rédige très, très bien. Mathieu est producteur audiovisuel, donc en fait, il a vraiment toute la connaissance de tout ce qui est juridique, les chiffres, comment on construit une entreprise, même... il a une connaissance extrêmement large de la production. Donc, j'ai 2 sœurs qui sont dans la cuisine. Et donc, on se dit, on va commencer. La galette des rois, ça fait 2 ans que je la travaille. En plus, pendant le Covid, où à force de travailler pour le concours d'Avenir ouvrier de France, j'ai mis au point ma galette des rois. C'est un sujet, ça. Avec un feuilletage avec des farines beaucoup plus complètes, un super beurre, une façon de faire, la tuile qu'on a développée avec Mathieu, etc. On a développé plein de techniques autour de la galette. Et là, on se dit, OK, on va lancer une boutique en ligne de pâtisserie où on va vendre des galettes. Donc, les gens vont précommander les galettes, ce qui nous permet de ne pas avoir à avancer la matière première, mais qu'elle soit déjà... oui, parce que financièrement, c'est pas comme si on était très, très large. C'est ça. On loue un laboratoire de la taille que j'ai besoin, donc un petit espace. J'ai une collaboratrice, Océane, aussi, qui est en congé maternité, à peu près, ou qui travaille un peu avec moi, qui était entre le Covid. On avait une salariée. Et donc à ce moment-là, on prend le laboratoire. Je vais un peu vite, mais on prend le laboratoire pour faire des galettes. Je suis avec Océane, qui part en congé maintenant à ce moment-là, voilà, je me rappelle. Ah ouais, vous êtes toutes les deux enceintes alors ? Ouais, on est toutes les deux enceintes à peu près au même moment. C'est dingue. Et moi, je venais d'accoucher. Moi, à ce moment-là, j'accouche. Donc j'ai mon petit bébé, j'ai Adèle qui est née. Adèle née, je visite le labo, on décide qu'on va aller faire des galettes là. Et on fait un peu de création au départ avec Océane pour des contrats un peu divers et variés. Et on lance cette production de galettes où les gens achètent sur Internet et après, ils viennent les récupérer dans des points de collecte qui sont des restaurants d'amis. Ok. Et on avait un seul choix de galette, c'était de la châtaigne.
Donc, c'est quand même un gros risque, tu vois. Ah, genre. de fou. Alors moi, j'adore, je suis corse, hein, donc Trop bien. j'adore que ça me parle. Mais ouais, et puis ça coûte cher aussi. Donc, matière première, enfin, c'est un risque sur plusieurs aspects. Mais alors, ce qui était trop beau, c'est qu'en fait, j'ai récupéré la châtaigne de mon châtaignier qu'on avait dû abattre en Normandie parce qu'il allait tomber sur la maison, mais il avait donné Waouh, à foison de châtaignes juste avant de mourir. c'est Il avait trop donné beau. énormément de châtaignes que j'avais pris, que j'avais congelées, qu'on avait travaillées et qu'on avait mis dans cette Waouh. galette. Donc, en fait, ça avait énormément de sens. Elle Ah s'appelait ouais. Renaissance parce que je voulais que cet arbre renaisse et qu'en fait, après le Covid, il y ait cette renaissance. Merci pour ce cadeau presque Ouais, à cet c'est ça. arbre. Et donc, c'est pour la renaissance de tout ce moment qui était un petit peu dur aussi, où beaucoup d'incertitudes. Et donc, à ce moment-là, je monte la délicatisserie, on a le site en ligne, je travaille le concours des meilleurs ouvriers de France et j'ai un tout petit bébé à la maison. Et Mathieu travaille encore il travaille encore dans l'audiovisuel, il a ses activités, etc. Est-ce que je peux faire un... Je ne me plaindrai plus jamais d'avoir trop de travail de ma vie. Je tiens à le dire, mais officiellement, face caméra. Ça a été un peu tendu à un moment. Oui, ça a été un peu tendu. J'adore quand t'es en mode... C'était un peu compliqué. Oh la vache. Et non, et je me rappelle de la première année. Du coup, la première année, ça a été... On n'avait pas encore les dates pour les meilleurs ouvriers de France, pour le concours, parce qu'il y avait il y a eu le Covid entre-temps, que ça reprenait, etc. Donc ouais, donc je continue à m'entraîner sans que ça arrive. Les dates et le sujet, j'avais même pas de sujet. Et là, à un moment, on commence à avoir beaucoup plus d'activités. On ouvre un peu tous les jours parce que le site en ligne fonctionne bien. Okay. Et on commence à ouvrir au printemps, à avoir... Et là, au départ, je suis... le matin à la fournée, l'après-midi et le soir au concours des meilleurs. En fait, je travaille tout le temps sans m'arrêter. Enfin, sans m'arrêter, si, je m'arrêtais, mais je faisais la fournée le matin avec les équipes. Ensuite, j'étais en plutôt administratif pendant la journée. Et une fois que tout le monde était parti, j'allais faire travailler le concours. C'est dur parce qu'on te demande d'être bonne partout, alors que dans ces cas-là, il faut être presque un peu égoïste. Et, wow. Et d'être maman en rentrant. Parce que Mathieu travaillait... maman. En fait, et avec Mathieu, on se... on gardait les enfants c'est-à-dire que moi la nuit je travaillais. 3-8, bah oui, quoi. c'est ça. En fait, moi je travaillais la nuit, donc je lui disais lui il me disait je vais rentrer, donc ok, je peux me réveiller, je peux repartir, parce que il fallait que lui soit rentré à 2-3 heures du matin parce qu'il m'aidait sur tout l'administratif après son taf. Donc à 3 heures du matin, 2-3 heures, je l'appelais, je lui dis est-ce que tu peux venir prendre le relais? Donc lui, il dormait, il s'occupait des enfants. Je suis hallucinée. Et wow, vous êtes vraiment des âmes sœurs. Hein. Parce que combien de couples ce serait... Et tu peux pas en vouloir aux gens, mais tu sais, il y a un moment, pas de sommeil, donc... on s'engueule, on est plus... Ah, mais on s'engueulait, hein, bah oui, quand même. Hein. quand même. On se soutient, mais on s'engueule. Hein. pas tant que ça, mais oui, quand même. Il y a eu à ce moment-là était très dur. Wow. Parce qu'en fait, on ne se voit pas. On est là que dans les moments... On se voit que dans les moments difficiles. Et de boulot aussi. Et d'enfants et de boulot, et l'enfant qui pleure, et toi qui culpabilise, parce que tu te dis, mais... Et là, j'arrive à un point où je me dis, Nina, là... Et d'ailleurs, il me dit, là, on est en train de tout foirer, en fait. Bah ouais. Il me dit, là, on est en train vraiment de faire exactement ce que le concours nous disait qu'il fallait pas faire. Ils nous ont dit qu'on allait détruire notre famille, qu'on allait être épuisé, qu'on allait être au bout de notre vie, etc., etc., etc. On en est là, en fait, Nina. Okay. Les trucs sous les yeux et tout, en mode, on est énervé. Ouais. Et à un moment, je lui dis, écoute, tu sais quoi? Je vais prendre 3 jours pour moi. Ouais. Je pars 3 jours. Je me prends un hôtel, toute seule. Je réfléchis. Il réfléchit. Ouais. Et là, on dit, tu sais quoi, on n'a pas l'argent pour recruter, mais il va falloir le faire quand même. Finalement, qu'est-ce qu'on va se payer? On va juste se payer un petit peu de sommeil, un petit peu de bonheur, un projet qui va marcher. J'ai pas envie d'abandonner le concours des meufs. On n'a pas envie d'abandonner la délicatisserie qui commence à marcher. Et on n'a pas envie de s'abandonner, nous. Donc, c'est quoi notre solution? C'est qu'on va investir, donc on prend un risque financier pour recruter. Et on va se faire aider en fait d'autres salariés. On va pas tout faire tout seul. Mathieu a quitté son travail. Il est venu à temps plein. C'est une grande leçon ce que tu dis là aussi. Hein. Et on a appris à déléguer. Voilà. On a appris à ce que tout soit pas exactement parfait comme nous on le ferait, mais que ce soit fait. Et en fait, finalement, on a construit cette équipe qui est incroyable grâce. On
on est arrivé au point de rupture, en fait, où je pense ouais. que peut-être que si on avait continué comme ça, on serait peut-être plus ensemble et j'aurais peut-être plus de boîte. Et en fait, l'acharnement n'aurait rien apporté de bien. Et ce petit pas de recul, parfois, en se disant, OK, on va essayer juste de relativiser, on fait des gâteaux. Si ma tarte citron n'est pas exactement comme je veux demain, et si on met le niveau d'exigence très haut, ça sera très bien ma tarte citron, en fait. Et puis, même si elle est ratée, eh ben, on est désolé pour le client qui la mangera. Elle peut pas être complètement ratée de toute façon, mais elle sera peut-être meilleure la prochaine fois. Oui, j'ai du mal à envisager ça te concernant. Et voilà. Et en fait, ça a construit un truc de dingue. À partir du moment où on a recruté, j'ai recruté Chloé Virling, qui est ma qui est mon binôme, la chef de production, qui est incroyable. Après, il s'est passé plein d'autres choses encore, mais voilà. Et en fait, ce concours-là, je voulais juste... ça, c'est important aussi, parce que qu'est-ce que ça m'a appris ? Toutes ces nuits passées toute seule à pleurer, à que mes pièces cassent, à ce que je me crame les doigts parce que c'est du sucre brûlant, parce qu'il faut apprendre à le tirer, qu'on a des cloques partout, qu'on est épuisé, qu'à la fin, il est 2h du mat et qu'il faut tout nettoyer. Tu sais que t'en as pour 1 heure. Ces moments-là, quand on les passe après, on sait qu'on est capable de le refaire. Et à chaque fois qu'on le repassera, il sera plus facile. Et puis, ce concours m'a appris autre chose aussi, c'est qu'en fait, il faut faire des choix. C'était ce que je ne savais pas faire avant. Ouais, on l'a compris, ça, d'ailleurs. Je ne voulais pas choisir. Ouais. Je n'ai jamais su choisir. Je voulais tout faire. Voilà. Donc là, j'ai fait un choix. J'ai fait des choix aussi sur qu'est-ce que je présente finalement au concours et comment je décide de passer ce concours. Parce qu'il y a 2 façons de passer le concours. Et je les ai bien remarquées. Soit je passe le concours pour moi, soit je passe le concours pour montrer, pour le jury, pour gagner. Pour la validation extérieure. Et il y a 2 façons de le faire parce que les choix ne sont pas les mêmes. Et en fait, quand on se donne comme ça, avec tellement peu de chances d'y arriver, c'est un concours qui est tellement difficile, qui est tellement exigeant. Et ces 4 ans d'entraînement vont se résumer à 2 fois 3 heures. Et donc, en fait, sur 2 fois 3 heures, il peut se passer 1000 trucs. Et donc, je prends la décision, une fois que j'ai le sujet, de faire des choix qui peuvent être un peu risqués. Je choisis de faire une pièce chocolat qui est extrêmement fine, qui représente ce que j'aime, Je fais une danseuse qui tient sur un tout petit pied, avec un jupon extrêmement fragile, avec des ailes très grandes. Donc, la solidité, en fait, de façon architecturale, c'est un peu complexe. Je prends des risques. Sûr. Mais j'aime bien jouer avec ça, parce que si je fais une pièce qui tient et qui est bien solide, et je sais qu'il n'y a pas de risque, je ne m'amuserai pas, en fait. Je n'aurai pas de la satisfaction. Et puis, ça te représente toi aussi, en quelque sorte, ce côté-là... Et ensuite, écoute, je décide de faire un entremets chocolat olive. Je décide de faire des pièces salées que je travaille. Il y a Yannick Aleno qui m'accompagne dans les pièces salées. Donc, j'arrive à avoir aussi des très beaux mentors qui m'accompagnent. Christophe Morel, Philippe Uraka, Yannick Aleno, enfin plein de gens qui ont cette fibre artistique que j'aime beaucoup, qui m'accompagnent et qui me disent oui, alors tu vas devoir choisir de faire un buffet qui doit plaire à des membres du jury, qui peut être extrêmement diversifié, qui peuvent être jeunes comme moins jeunes. Et ils me disent, là, tu as le choix. Tu fais chocolat praliné, tu sais que ça va être très bien. Et après, tu peux faire chocolat olive et tu prends un risque. Tu peux faire une pièce salée avec du roquefort ou tu peux faire une pièce salée avec du chèvre. Et en fait, finalement, tous ces choix-là que j'ai faits, j'ai fait des choix pour moi. J'ai fait le choix de me faire plaisir à chaque fois que je le faisais. Je me suis dit qu'un jour, ça me servira, tout ce que j'aurais appris. Et que finalement, je vais refaire ce concours, je vais le refaire 60-70 fois, en fait. Pendant tous les mois qui arrivent, tous les jours, tous les 2 jours, je referai la passion je referai ce buffet. Il faut que je l'aime. Je ne peux pas refaire ce buffet 70 fois si je n'aime pas ce que je présente. Et puis, il faut que tu y crois. Tu le dis très bien. Est-ce que je fais ça pour les autres ou est-ce que je le fais parce que j'y crois, quoi. Ouais. Mais c'est tellement d'engagement familial, économique, etc., que tu dis, où est la raison ? Est-ce que tu fais ça que pour toi ? Mais du coup, j'ai embarqué tout le monde avec moi, tous les efforts de tout le monde au service de ce concours. C'est une équipe entière. Il y a ma famille, mais il y a mes équipes, il y a mes salariés aussi qui sont à fond dedans, etc., avec moi. Si je fais le mauvais choix, quel choix je suis prête à assumer jusqu'à la fin ? Et si je rate et que j'ai fait un choix qui n'est pas
le mien, qui est un choix pour plaire au jury, je le justifie comment auprès de moi-même? Comment je le prends à la fin? Si j'ai raté, je me dis quoi? Je me dis vraiment, Nina, tu peux pas t'assumer. Assume-toi. Ou alors, si jamais je rate et que j'ai fait ces autres choix, eh ben, tu pourras être fière de toi d'être allée jusqu'au bout. Et ok, ça n'aura pas plu. Et peut-être qu'il y a cette culpabilité d'avoir emmené tout le monde dans l'échec à cause d'un choix qui pourrait être un peu trop auto-centré. Donc, en fait, il y a tout ça. C'est qu'il n'y a rien qui est parfait. Il n'y a rien qui est parfait, t'as raison. Mais il y a un choix assumé jusqu'au bout. Et le choix assumé jusqu'au bout était le choix où j'ai fait chocolat olive. J'ai fait une pièce extrêmement fragile. J'espérais que tu prennes ça. J'ai fait des pièces salées en forme de machin, de trucs qui partaient en cacahuètes, mais que j'ai adoré faire, que j'adorais manger. À chaque fois, à chaque entraînement du buffet, on se régalait avec les gâteaux, parce qu'on en a mangé beaucoup. Toi qui ne les aimais pas à la base. C'est ça. Non, mais il y a un truc chez toi où, quand t'adores, il y a un truc magique qui se passe chez toi dans ces cas-là. Donc, t'as fait le bon choix, quoi qu'il se passe ensuite, c'est certain. Ouais. T'es resté authentique et aligné avec qui tu étais. Bon, donc du coup, on a la fin. Je n'ai pas... Petit spoiler. Voilà, je ne l'ai pas eu. Pour ces raisons-là, ma pièce chocolat a cassé. Aïe, aïe, aïe. Il faisait un peu trop chaud et j'avais fait trop faim. Oh, waouh. Et certaines autres pièces ont tenu, donc c'est simplement une question de choix, de finesse, etc. Ils n'ont pas aimé chocolat olive, et ça je peux entendre, c'est pas évident, c'est des goûts qui sont très particuliers. Et puis ensuite, il y avait... j'ai choisi d'être très... d'avoir un certain style, avec la pièce en sucre qui était très traditionnelle, on va dire, avec de la finesse, etc. Mais moi, j'aime bien allier la tradition avec un petit peu d'authenticité qui est la mienne, où je vais aller dans le détail des petites finitions et des petites choses qui ne se voient pas beaucoup. Et je pense qu'en fait, mes choix n'ont pas correspondu aux attentes du concours. Et par contre, au début, quand j'ai appris que je l'avais pas, j'étais quand même extrêmement vexouille, parce qu'il faut dire ce qui est. C'est normal. J'étais très triste. Et d'un côté, au fur et à mesure du temps et de la réflexion, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que ça t'a appris? Et quand on me pose la question sur les titres qui sont arrivés après, de meilleure pâtissière du monde, etc., on me posait la question sur pourquoi. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Et au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi. Parce que ce concours... Il fait des bisous, il est trop mignon. Parce que ce concours m'a appris à faire des choix, justement. Ce concours m'a appris à assumer mon authenticité à moi, à prendre des décisions et de les assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais prendre le risque et je prends le possible risque et la possible réussite. Et si je prends cette décision, c'est que je suis prête à l'emmener jusqu'au bout et à assumer l'échec ou la réussite. Et ça a soudé mon équipe. Ça m'a appris techniquement énormément de choses. Ça m'a donné une assurance en moi, une confiance en moi sur la maîtrise technique que je n'avais pas avant de préparer ce concours. Je ne ferai pas des pièces en sucre tous les jours, mais s'il faut en faire une, je suis capable de la faire. Le feuilletage, je peux les faire les yeux fermés, je connais exactement comment réagit, quelle farine, comment et quel problème viendra. Voilà, je peux déceler. Je veux voir ça maintenant. Il faut faire une émission à yeux bandés avec Nina Métayer. Et voilà, et en fait, je pense que... À assumer tes ambitions aussi. Ouais. Parce qu'on t'avait dit, en tant que femme, est-ce que vous êtes sûre? Et toi, tu as eu envie de prendre cet espace-là. Impossible de regretter ça. Oui, et ça, c'est intéressant parce que du coup, j'ai quand même échoué sur le fait de montrer aux femmes qu'on pouvait le faire, mais en fait, je les vois d'une autre façon, c'est que je montre aux femmes qu'on le tente. Je dis pas on peut le faire, je dis pas que, de toute façon, ce concours, aussi bien des hommes que des femmes le ratent. Enfin, il n'y a pas que des femmes qui le ratent, d'ailleurs. Bien sûr. Non, je n'ai pas eu le concours. Je ne suis pas meilleure ouvrier de France. J'ai encore beaucoup d'admiration pour les meilleurs ouvriers de France. Par contre, je pense que le montrer, le dire qu'on l'a essayé, dire que ça a été une des... Même malgré l'échec, ça a quand même été une extrêmement belle réussite qui m'a donné l'opportunité de construire mon équipe, qui m'a donné l'opportunité, parce que je ne l'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas eu ce concours à faire en plus de mon entreprise. Et en fait, ça a construit...
tu t'es prouvé que tu pouvais aller au bout de ton projet. Enfin, il y a tellement encore d'autres leçons de vie à tirer de ça, quoi. Je suis sûre que t'en es ressorti tellement grandi sur tellement d'aspects. Et aussi, un truc qui était dingue, c'est que même avant d'avoir le retour du jury, j'ai réussi à finir mon buffet dans les temps, malgré avoir cassé et j'ai réparé ma pièce. Wow. Ce que je pensais impossible, je me pensais incapable de faire, de finir autant de travail dans le temps imparti, avec la qualité que je souhaitais. Mis à part la pièce chocolat, évidemment, qui a été recollée, mais je l'avais fini, la pièce chocolat. J'ai fini le buffet, quoi. Ouais. C'est dingue. Putain, Nina, c'est... Vraiment, je te jure que je fais ce podcast pour ce genre d'épisode. Merci pour ce que tu racontes, ce qui est tellement important à entendre, avec tellement de sujets là que tu abordes. On pourrait rester encore 4h30 à raconter tout ça. T'es une leçon d'optimisme, de confiance en la vie, parce que au départ, t'as pas du tout confiance en toi, donc à défaut, t'as confiance en la vie pour te donner peut-être les bonnes opportunités, etc. T'y vas et tu te dis, tant pis, je verrai bien ensuite là où ça m'amène, et c'est tellement inspirant, et ton couple est trop inspirant et beau, évidemment, et qui doit être imparfait, mais comme la vie, tu le disais. C'est beau l'imparfait. Et personne n'aime les gens trop parfaits. Je crois que ça n'existe pas de toute façon. Ça veut dire que c'est faux. Que c'est faux, ça n'a pas de charme. Enfin bon, tu me lances sur un sujet là, mais c'est bluffant, mon Dieu, c'est bluffant. Merci. Je fais vraiment rien de ma vie, en fait. Mais si. Non, mais moi, je suis c'est une grande énorme, flemmarde. t'imagines, tu donnes la parole à tellement de gens, t'inspires des gens, tu donnes des idées, enfin, tu te rends pas compte à quel point... Mais moi, j'adore la sieste, Nina. Genre, vraiment, ma force de travail... Mais en fait, tu le fais, ça se calcule pas sur la force de travail, ça se calcule sur le rayonnement. En fait, il y a pas une quantité de travail. Et c'est ce que je dis à mes équipes, c'est qu'en fait, si tu mets ton énergie au bon endroit, il n'y a pas besoin de s'épuiser. Mais t'inquiète pas, je suis pas en train de me dire « Oh, t'es vraiment une merde à côté ». Non, moi, je veux te remercier pour la voix que tu donnes à certaines personnes, mais c'est surtout pour toutes les personnes qui écoutent et qui vont pouvoir prendre les clés qu'elles ont besoin au long de tes podcasts, où on va prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, t'inspire. Et puis, je suis sûre que Non, pas moi, à toi, vraiment. Genre, non, mais c'est toi qui... On va remettre, va recentrer les choses sur toi. Je te coupe la parole parce que tu te rends pas compte là. Enfin, Nina, est-ce que tu te rends compte l'importance de ton témoignage là? C'est gentil. Je te jure, c'est tellement important, tellement important, et tellement chouette et tellement beau, et vraiment Tara valide. Aujourd'hui, elle avait mais la patate. Elle était contente. Elle me regarde en mode quoi encore? J'aimerais qu'on conclue cet épisode parce que malheureusement c'est le moment de laisser le studio. Est-ce que tu as un message à donner à une jeune apprentie là qui se pose un petit peu des questions sur ce qu'elle va faire de sa vie, qui se dit est-ce que j'ai pris le bon chemin, tu vois, qui est dans cette période de questionnement? Si on se questionne, il faut aller chercher les réponses. Donc se renseigner. Écouter des podcasts de gens qui peuvent partager leurs expériences, aller sur le terrain, regarder comment ça se passe, faire sa propre expérience, essayer. Et si ça marche pas, ou si ça marche pas d'une certaine façon, il faut juste prendre un autre chemin et faire en sorte que ça fonctionne. Mais tant qu'on se... En fait, il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Il n'y a pas qu'un chemin à suivre, il peut y en avoir 1000, il y en a autant que de personnes qui existent sur Terre. La preuve. Et donc, il faut trouver son propre chemin, mais c'est surtout ce qu'il faut faire, c'est se donner les moyens d'y arriver et prendre soin de soi. Un sujet qui n'est pas assez abordé dans le milieu de la cuisine, de la pâtisserie, etc. La santé mentale, c'est un vrai sujet. Mais on parle souvent de santé mentale et je trouve que la santé mentale, c'est un mot qui fait presque peur. Alors qu'en fait, on peut aussi bien dire... juste prenez soin de vous de façon très simple. Et ça peut paraître un peu auto-centré,
Mais on a besoin d'être auto-centré un minimum pour pouvoir prendre soin des autres. On est des êtres humains et c'est pas parce qu'on fait attention à toi qu'on peut c'est pas parce qu'on fait attention à soi qu'on peut pas prendre soin des autres. Ça rejoint exactement ce qu'on se disait tout à l'heure, de prendre soin de soi d'abord pour avoir l'énergie nécessaire pour prendre soin des autres et tout part de soi. Et tu sais, dans un avion, lorsqu'on dit prenez votre masque et mettez-le en priorité, ben voilà, ça a un sens dans tout le reste, quoi. Tout à fait, c'est une très bonne... Donc, voilà. Ouais, Tu le une très bonne garderas. remarque. Je le garderai, tout à fait. Merci Nina. Merci à toi.